vin hier soir. Alors c'est ça, quand je me lève le matin comme ça, je me retrouve entouré de livres. J'ai l'impression qu'ils ont grimpé sur le lit durant la nuit, hein, parce que c'est pas normal. Hein. Normalement, il y a un oreiller. Hein. Il devrait y avoir quelqu'un ici. Mais le livre a pris toute la place. Et c'est comme ça. Alors je prends toujours un livre pour lire le dernier de la soirée. Et c'est Pourquoi lire de Danzig. La question est excellente. Pourquoi lire? Dans mon cas, c'est parce que c'est la chose qui me satisfait le plus. Ça me permet de voyager, d'aller partout, de rencontrer tant de gens. Par exemple, Borges en Argentine, ce vieil aveugle qui m'illumine. Et par exemple, Magloire Saint-Aude, le poète de Port-au-Prince, le clochard céleste. Et puis aussi, il y a Federico Garcia Lorca en Espagne, Impression et paysages. Ou bien encore, je file sur la route avec Kerouac. Je me souviens quand j'ai lu ce livre, c'était magnifique aussi. Ou à Berlin, avec Doblin, Berlin Alexanderplatz. Enfin, il y a les Japonais aussi, Tanizakis, on n'en finit pas. Et Salinger, qui m'a tant ému quand j'étais adolescent. Et enfin, tout. Hein, il n'y a que avec un livre qu'on peut voyager comme ça. Je suis dans mon lit et en même temps, je peux aller partout. Voilà. Voilà. C'est ce que je fais le matin. Je prends des notes régulièrement parce que quand on vient de se réveiller comme ça, on a les idées de la nuit. Et là, je viens me réfugier dans cette bibliothèque, dans ce coin de la bibliothèque pour les idées du jour. C'est bizarre, une bibliothèque, c'est un endroit extrêmement vivant, habité par des gens vivants. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils se parlent durant la nuit. Et je les entends des fois s'engueuler. Malraux qui engueule Céline, Gaston Miron qui engueule, je sais pas, et Rimbaud. Enfin, on entend leurs murmures. J'ai l'impression qu'ils me sifflent des choses, qu'ils me soufflent des choses. Ils doivent savoir des choses. Hein. Vous savez, les écrivains qui sont dans les livres, dans une bibliothèque, ils ne sont pas morts. Ils sont si vivants d'ailleurs que je n'ai qu'à prendre n'importe quel livre ici, je l'ouvre à n'importe quelle page et l'écrivain me parle. Et j'ai l'impression même qu'il est plus vivant que moi parce que il parle et moi je ne fais qu'écouter. Donc c'est ça un peu mon ambiance, ma manière de faire. C'est bizarre parce qu'on m'a dit tout à l'heure qu'il y a des écrivains qui écrivent debout. Hemingway écrit debout, Despeste écrit debout sur son petit truc, que m'a dit aussi que Claude Gauvreau écrit debout. Mais moi, je n'écris que couché. Les écrivains sont des animaux avec habitude. Il faut qu'ils trouvent dans la jungle de la maison des endroits où ils peuvent se sentir tranquilles. Moi, c'est ici. Je ne viens pas ici pour lire. Je ne viens pas ici pour écrire directement ni prendre des notes. Je viens ici quand le manuscrit est presque prêt pour le corriger. C'est le dernier refuge. C'est un peu comme le gueuloir de Flaubert. Je viens ici pour essayer d'entendre si la dernière musique sonne juste. Ce livre raconte mes rapports avec l'écriture et la lecture. Il y a des images qui tiennent le lecteur par la nuque pour lui enfoncer la tête dans le livre, lui faisant ainsi croire qu'il ne lit pas un livre mais un écrivain. Quand on pense à Proust, on voit un homme qui passe ses journées au lit, emmitouflé dans une pelisse. Hemingway avec un fusil de chasse ou fumant un gros cigare cubain sur son bateau de pêche, le vieux Miller jouant au ping-pong avec des stripteaseuses, Gertrude Stein regardant son interlocuteur droit dans les yeux pour lui dire qu'elle a détesté son roman, Mishima se faisant trancher la tête avec un sabre par son amoureux, je mets ta main. Truman Capote papotant dans la chambre à coucher de ces riches et élégantes américaines sans éveiller le soupçon de leur mari, la lourde moustache de Günther Grass qui lui fait cette tête d'abruti,
James Baldwin, hilar dans les bras de Marlon Brando, ça me va. Le regard si las de Virginia Woolf. Borges assis seul dans ce hall d'hôtel avec sa canne d'aveugle entre les jambes, les seins de Colette, l'Indochine de Duras, Lorca fusillé par Franco et Jacques-Stéphane Alexis par Duvalier, Salinger invisible, oui, oui. Homer aveugle, Ovid exilé, je me foule pas là. Faulkner en gentleman farmer, Emily Dickinson refusant de quitter sa maison, Kafka l'angoissé, oui ça on sait, hein. Céline Le Baudy, bien sûr. Tolstoï dans sa vareuse de Moudjik, les multiples masques de Pessoa, Dante en enfer, Milton au paradis, Blake dévoré par un tigre, et l'écrivain inconnu, comme on dit le soldat inconnu en pyjama. Des fois, on ne sait pas hein, où l'on met ses yeux le matin. Enfin, en tout cas, pas avant le café. Hein. Le café, c'est fondamental dans la vie d'un écrivain. Je crois que c'est fondamentalement dans la vie de la lecture et de l'écriture. C'est une boisson, oh là là, si extraordinaire. Je crois que c'est la seule boisson dans le monde où l'odeur est égale au goût. Les autres boissons, comme par exemple le cognac, l'odeur est légèrement supérieure au goût pour le cognac. Le whisky aussi. Mais le café, quand il est bon, alors il doit avoir la même odeur que le goût. Et moi, je ne peux pas m'en passer, ni non plus l'écriture, ni la lecture. Il y a même eu un temps en Europe où l'on interdisait le café, on censurait littéralement parce que les gouvernements, les rois disaient que ça donnait de l'esprit aux gens. Le café pouvait provoquer la révolution. D'ailleurs, c'est dans les cafés d'Europe que la révolution généralement en partait. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Je crois que une telle boisson, beaucoup plus que l'alcool et que la cigarette, est fondamentale à l'esprit. Le café, ça vient de ma grand-mère. Quand j'étais à Petit Gouave, dans mon village avec ma grand-mère, elle avait l'habitude, vers 2 heures de l'après-midi, de n'importe quel après-midi, elle s'asseyait dans un coin de la galerie en avant de la maison, avec à ses pieds une cafetière. Et elle faisait renouveler le café autant de fois qu'elle en voulait. Elle disait que le paradis pour elle, c'est une immense cafetière. Elle avait raison. Mais Tolstoï, c'est vraiment... Mais c'est la forêt, j'aime bien quand tu parles de forêt pour Tolstoï, c'est vraiment... Forêt des gens, comment il fait pour se rappeler. Maintenant, tu vois, on a plein de fiches pour écrire, on prend des notes, on peut avec l'internet faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est ça que je pensais là. Guerre et paix est sorti 7 fois. Il y a 7 versions différentes publiées. Pas brouillon, publiées. Tu t'imagines le nombre. Imagine-toi, pour faire Guerre et paix, combien de pages il faut mettre sur la table. Donc, tu reviens 7 fois là-dessus. C'est publié d'abord en feuilleton, c'est pas... Oui, tout le temps, c'est publié en feuilleton. Il a repris, il a fait, la fin a été reprise constamment. Mais le rapport, ça qui m'a impressionné dans la préface de Moa, dans ce livre, c'est le fait que Tolstoï détestait Anna Karénine. Il détestait son livre. Les gens n'arrêtaient pas de dire « Oh là là, quel livre magnifique !» Les critiques disaient cela, les lecteurs, et de toutes les classes sociales, hein, la petite domestique, la petite couturière, comme la grande aristocrate faisait chercher le livre et les feuillets quand il paraissait dans le messager. Et lui, il détestait ça. Il l'appelait l'ennuyeuse et banale Anna Karénine. Il dit, il faut achever ce roman qui m'assomme. Et puis là, Moa continue, il dit, pourtant l'enthousiasme était général. Les femmes de la haute bourgeoisie envoyaient leurs valets de chambre à l'imprimerie du Messager russe pour avoir la suite du livre avant publication. Pour ce monde, qui était celui de Tolstoï et des Baer, ce sont les sœurs. Tolstoï a épousé une Sonia Baer,
qui était elle-même écrivain. Et Sonia avait une sœur magnifique aussi, belle, intelligente. Et ces sœurs-là, c'est elles qui ont ouvert à Tolstoï l'âme féminine. Il en est devenu ce maître parce qu'ils avaient non seulement cette capacité de ressentir les choses, mais la capacité aussi de les dire. C'était de vrais écrivains. Note à un écrivain en pyjama. Un couteau sans lame auquel ne manque que le manche. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comme exec, où est-ce qu'il a été cherché? C'est Lichtenberg. Lichtenberg. Mais je pense que c'est presque la définition du roman. Ouais. Précisément, ce côté roman, la vie palpite. On a l'impression de pouvoir toucher les gens, mais c'est seulement, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. D'ailleurs, que c'est un roman, que ces mots-là sont faits avec des lettres de l'alphabet. Il y a des gens, quand ils parlent de littérature, ils disent il faut mettre ses tripes, il faut mettre ses émotions. Mais où? Il faut apprendre d'abord les lettres d'alphabet. Un couteau sans manche. C'est bien, mais ce qui m'a frappé dans le livre, c'est la double lecture. D'abord le texte, les fragments, et ensuite les notes. On a l'impression d'avoir deux livres, comme une espèce de Dany Laferrière avec beaucoup d'abondance, beaucoup de... Oui. Comme La forêt, on parlait de Tolstoï, et puis on est pratiquement dans ce genre de méditation. On passe de Dany Laferrière, qui des fois n'a même pas peur de se bousculer. Tu dis une chose d'abord, et puis dans les notes, tu dis autre chose, tu amènes un certain nombre de précisions. Donc... Ah oui, moi je pense ça. Je pense qu'on n'est pas obligé, et précisément la littérature est faite pour qu'on n'ait pas les mêmes opinions tout le temps. Une fois je suis passé à la télévision, il y a une animatrice, chroniqueuse, qui m'interviewait, elle me disait, mais vous avez dit dans tel autre livre, j'ai dit, ah non, je ne suis pas un homme politique. Je change d'opinion chaque jour. Donc, mon opinion n'est même pas la mienne. Quand je dis je dans le livre, ce n'est même pas forcément vrai que ce soit moi. Je peux l'avoir appris de quelqu'un et dire je. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut lire un livre. Non, mais je le dis ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas sans cesse de faire coïncider le narrateur avec l'auteur. Et il faut bien, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'internet qui écrivent, il faut bien qu'on sache ce minimum-là. Le narrateur n'est pas forcément l'auteur. Le narrateur ne représente pas forcément l'auteur. Le narrateur est une création de l'auteur. Dans cette création-là, peut-être qu'il a pris de bonnes choses de ici et là, et des mauvaises, parce que pour que ça vive, il faut qu'il y ait des faiblesses et des forces, mais c'est une construction de l'esprit. C'est pourquoi on est en pyjama. Oui, tout à fait. Garder le pyjama, c'est-à-dire garder le sens de l'amateur. Garder le sens, le pyjama c'est le dimanche de la vie. Garder ce sens-là, ce plaisir qu'on a de faire ce qu'on fait là, comme nous on faisait cette conversation, on a parlé d'Anna Karenine, on a fait du café, on était dans... Garder ce sens-là, de vivre l'instant, et non d'essayer de l'exploiter pour le vendre. Mais c'est aussi, ce livre, c'est un art de la conversation aussi, parce que l'art de la lenteur, l'art de... établir le lecteur, établir le dialogue, comme on le fait là. Mais tu l'as dit, le mot, et je pense que c'est le dernier mot, c'est l'art de la conversation. J'espère que ce livre, avec 202 petites chroniques qui racontent mon aventure, mon aventure dans l'écriture et dans la lecture, suscitera des conversations, et j'espère qu'il y aura des gens qui disent, moi, le numéro 106, je ne l'ai pas aimé du tout, cette chronique-là, et puis d'autres personnes qui ont... Alors, ce que j'aimerais faire, c'est demander aux gens de prendre dans ces 202 petites chroniques avec des idées à la fin et de juste faire une croix à côté des chroniques qu'elles aiment. Et après, de ne pas se dire, voici les chroniques que Dany Laferrière a réussi. Il faut plus lire comme ça ne veut rien dire. On ne peut pas savoir. Mais de dire, voici moi. Faites payer les riches. Voici moi ce que je suis. Parce que quand on aime quelque chose, par exemple, quand quelqu'un dit « je n'aime pas Ulysse » de Joyce, moi non plus d'ailleurs, quand quelqu'un dit « mais le problème, ce n'est pas le problème de Joyce, hein. Son livre continue à être dans les librairies, c'est ton problème à toi, et tu as le droit, mais ce n'est pas le problème de Joyce. Au fond, ce n'est pas Joyce que tu n'aimes pas, c'est tout simplement tu as trouvé ta limite. »